Donc, nous allons parler maintenant de la divisibilité dans Z. Alors, la notion principale, c'est le lien entre divisibilité et les idéaux. Alors, on considère grand A un anneau intègre. Ça veut dire qu'il est commutatif et que AB égale 0 implique que A égale 0 ou B égale 0. On dit encore qu'il est sans diviseur de 0. Alors, à chaque petit a appartenant à grand A, on associe l'idéal dit principal, petit a grand A, qui est l'ensemble des petit a petit b tels que petit b appartenant à grand A. Alors, on a premier résultat, proposition. Petit a grand A est égal à petit b grand A, ça équivaut à... Il existe U appartenant à étoile. Alors, je rappelle que A étoile, c'est l'ensemble des éléments inversibles de grand A. Tel que A égale UB. Alors, démonstration. D'abord, dans le sens direct, on a que petit a, donc on suppose que petit a grand A égale petit b grand A. Alors, petit b appartient à petit b grand A qui est égal à petit a grand A. Donc, il existe un petit c appartenant à grand A tel que b égale à c. De même, il existe un petit d appartenant à grand A tel que petit a est égal à bd. Alors, petit a est égal à bd est égal, alors petit b c'est égal à ac, donc ça va faire acd, soit petit a facteur de 1 moins cd est égal à 0. Alors si petit a égale 0, petit b qui est égal à ac est égal à 0, donc a égale b égale 1 fois b. Si petit a est différent de 0, puisqu'on a que petit a facteur de 1 moins cd est égal à 0, on a 1 moins cd égale à 0, donc cd égale 1. Donc, petit c appartient à A étoile et petit b est égal à CA, et de même, petit d appartient à étoile, et petit a égale db. Alors, pour la réciproque, si petit a est égal à ub avec u appartient à A étoile, on a que petit a appartient à B grand A, puisqu'il est de la forme BU. Donc, petit a grand A est inclus dans petit b grand A, de manière évidente. Mais on a aussi petit b est égal à u-1 petit a. Donc, petit b appartient à petit a grand A, et donc
petit b grand A est inclus dans petit a grand A. Si on groupe les deux, on a donc petit a grand A égale petit b grand A. Ce qui achève la démonstration. Alors, à partir de là, on va définir la notion de divisibilité. En définition, considérons petit a appartenant à grand A et petit b appartient à grand A. On dit que petit a divise b, si on a les conditions équivalentes. Premièrement, il existe un petit c appartenant à grand A tel que b égale à c. Deuxièmement, petit b appartient à petit a grand A. Et troisièmement, petit b grand A est inclus dans petit b grand A. Bon, l'équivalence entre 1 et 2 est évidente. C'est la définition même de petit a grand A. Alors, si petit b appartient à grand A, BA est inclus dans petit a grand A, est très facile. Et enfin, si petit b grand A est inclus dans petit a grand A, on a que petit b appartient à petit b grand A inclus dans petit a grand A, donc b appartient à petit a grand A. La notation A divise B, donc équivaut à A divise petit b. En proposition, considérons petit a et petit b appartenant à grand A. Alors, A divise B et B divise A équivaut à, il existe un élément inversible, U appartenant à étoile, tel que B égale UA. En démonstration, A divise B et B divise A, ça équivaut à dire que petit a grand A est contenu dans petit b grand A et petit b grand A est inclus dans petit a grand A. Donc ça équivaut à dire que petit a grand A égale petit b grand A. Et ce qui est encore équivalent à il existe U appartenant à étoile tel que B égale UA d'après un résultat précédent. Alors, à partir de là, on va définir la notion de PGCD, notion essentielle. Donc on a toujours grand A nano-intègre. En définition, on prend petit a et petit b appartenant à grand A. On dit que petit d appartenant à grand A est un PGCD
autrement dit plus grand commun diviseur de petit a et petit b, eh bien si, quel que soit x appartenant à grand A, x divise A et x divise B est équivalent à x divise D. Le nom de plus grand diviseur commun ou plus grand commun diviseur. Alors, proposition. Si petit a et petit b admettent un PGCD, alors celui-ci est unique à la multiplication par un élément inversible près démonstration. Alors prenons x et x', d et d', de PGCD. Alors, d divise d, donc en utilisant le sens de la droite vers la gauche, ça implique que d divise a et d divise b, ce qui implique maintenant, puisque d divise a et d divise b, que d' divise d, pardon, d divise d', d divise d'. De la même façon, d' divise d, et donc, il existe U appartenant à étoile, tel que d' est égal à UD. Bon, alors, s'il existe un PGCD ou pas, ça, c'est variable, hein, ça dépend de l'anneau et ça dépend des éléments. Après. Donc, on va regarder ce qui se passe dans Z. Alors, on voit que si on est dans Z, les éléments inversibles, c'est plus ou moins 1. Donc, 2 PGCD, D' et D, vérifie que D' égale plus ou moins D, hein, exemple. Alors, dans le cas de Z, commençons par un rappel. Tous les idéaux de Z sont principaux. Autrement dit, soit I un idéal de Z, alors il existe petit a appartenant à Z, tel que grand I égale petit a grand A. Démonstration. A égale petit a Z. Alors, démonstration. Prenons grand I, un idéal de Z. Alors, si grand I est égal à 0, on a grand I égale 0Z. Et c'est terminé. Sinon,
comme x appartient à grand I implique que moins x appartient à grand I, on a que grand I inter n étoile est différent de l'ensemble vide. Il y a un élément strictement positif dedans. Alors soit petit a, le plus petit élément de I inter n étoile. Rappelons que toute partie non vide de grand N admet un plus petit élément. Et on a que petit a appartient à grand I, donc par définition d'un idéal, petit a grand A est inclus dans grand I. Inversement, soit x appartenant à grand I, par définition de la division euclidienne, l'existence de la division euclidienne dans Z, il existe Q et R appartenant à Z, tel que x est égal à AQ plus R, avec 0 plus petit que R plus petit que petit a. Alors, R est égal à x moins AQ. Alors, x appartient à grand I, AQ appartient à petit a grand A qui est inclus dans grand I. Donc, petit r appartient à grand I inter n. Mais comme petit r est strictement plus petit que petit a qui est le min de grand I inter n étoile, ben on a petit r égale 0. Donc, petit x appartient à petit a grand A, soit grand I est inclus dans petit a grand A. Et finalement, grand I est égal à petit a grand A. Donc, considérons donc grand A égale Z. Alors, théorème, considérons A et B appartenant à Z. Alors A et B admettent un unique PGCD positif, petit d, caractérisé par le fait que l'anneau DZ est égal à AZ plus BZ. Alors, démonstration. Eh bien, AZ plus BZ est un idéal de Z, donc de la forme petit dz pour un certain d appartenant à grand N, puisqu'on peut le supposer positif. Alors montrons que D est un PGCD de A et B. On a x divise A et x divise B. Ça équivaut à dire que petit a appartient à xz, ou même que petit az
est inclus dans XZ. Et petit bz est inclus dans XZ. Ce qui implique que AZ plus BZ est inclus dans XZ. Ce qui équivaut à dire que petit dz est inclus dans XZ. Ce qui équivaut encore à dire que x divise d. De même, si x divise d, alors dz est égal à az plus bz est inclus dans xz. Donc, az, qui est inclus dans, évidemment, az plus bz est inclus dans xz. Et bz est inclus dans xz. Donc, x divise a et x divise b. Alors on aurait pu d'ailleurs ici mettre une équivalence, ça aurait marché aussi. Donc, on a ceci, alors, une caractérisation de ce PGCD, c'est le théorème de Bézout. Considérons A et B appartenant à Z, et petit d appartenant à grand A. On a équivalence de, premièrement, petit d est un PGCD de A et B. Il n'est pas unique puisqu'il est défini au signe près. Et deuxièmement, D divise A, D divise B, et il existe U et V appartenant à Z, tel que D égale UA plus VB. Ah, ici d'ailleurs, c'est Z et c'est pas. Alors, démonstration. Alors, petit 2. Alors, D divise A, c'est équivalent à dire que AZ est inclus dans DZ. D divise B, c'est équivalent à dire que BZ est inclus dans DZ. Et il existe U et V appartenant à Z tel que D appartient à AZ plus BZ. Donc ça, c'est encore équivalent à dire que alors AZ inclus dans DZ et BZ inclus dans DZ, c'est équivalent à dire que AZ plus BZ est inclus dans DZ. Et dire que D appartient à AZ plus BZ, c'est équivalent à dire que DZ est inclus dans AZ plus BZ. Et donc tout ceci est encore équivalent à dire que AZ plus BZ est égal à DZ. Et donc ça équivalent à dire que D est un PGCD. De A et B. Alors, nous allons maintenant parler des nombres premiers.
Alors, définition. Sur P appartenant à la grande n, P différent de 1. On dit que P est premier. S'il vérifie, condition équivalente. Premièrement, les seuls diviseurs de P sont plus ou moins 1 et plus ou moins P. Deuxièmement, si X s'écrit comme un produit AB, ça implique que X est égal à plus ou moins A ou X égale plus ou moins B. Troisièmement, si X... Non, pardon. Si P s'écrit comme un produit AB, si P s'écrit comme un produit AB, ça implique que A égale plus ou moins 1 ou B égale plus ou moins 1. Voilà, alors on a une caractérisation. Alors les propriétés sont trivialement équivalentes. Théorème. Soit P appartenant à grand N, P différent de 1. Alors, on a équivalence de... Premièrement, P est premier. Deuxièmement, si P divise un produit AB, ça implique que P divise A ou P divise B, un théorème à la Gauss. Troisièmement, Z sur PZ est intègre. Quatrièmement, Z sur PZ est un corps. En démonstration. Alors d'abord 2 équivaut à 3. Est à peu près évident. Si on note par X bar la classe de X dans Z sur PZ, on n'a que P divise AB, ça équivaut à A bar B bar, et là la classe de 0. Donc évidemment, quand P divise AB, ça veut dire que P divise A ou P divise B, ça veut dire que si A bar B bar est égal à 0, A bar est égal à 0 ou B bar égale 0, ce qui est évidemment la propriété 3. Alors 1 implique 2. Alors supposons que P est premier. Et P divise AB. Alors, le PGCD de A et B, de A et P, divise P. Donc soit il est égal à plus ou moins P, mais alors P divise A, soit il est égal à 1, et alors P et A étant premiers entre eux,
P divise B d'après le théorème de Gauss. Alors, 2 implique 1. Eh bien, supposons que P c'est trait AB. Alors, soit P divise A et B égale plus ou moins 1, soit P divise B et B et petit a égale plus ou moins 1. Donc on voit que effectivement P est premier. Alors 1 implique 4. Supposons que P est premier. Et soit une classe d'un élément X. Alors, P ne divise pas X. Donc, de nouveau le même argument, le PGCD de P et de X est nécessairement égal à 1. Puisque P est premier et qui divise P, évidemment ce PGCD. Donc ce PGCD de P et de X est égal à 1. Donc, X et P sont premiers entre eux. Donc, il existe UV appartenant à Z tel que UX plus VP égale 1, d'où U bar X bar est égal à U bar X bar plus V bar P bar, puisque P bar vaut 0, est égal à UX plus VP bar est égal à 1 bar. Donc, X bar est inversible. Dans Z sur PZ. Qui est donc un corps. Quant à la propriété 4 implique 3, elle est évidente. Un corps est bien évidemment intègre. Alors, décomposition. En produit de nombres premiers. Alors, théorème. Soit petit a appartenant à Z, alors petit a s'écrit de manière unique à l'ordre près. Sous la forme petit a égale plus ou moins P1 puissance alpha 1, PK puissance alpha K, avec K positif ou nul, P1 PK des nombres premiers,
alpha n'est pas k est un plus grand que 1. Alors il faut bien se rendre compte que pour k égale 0, ça veut dire simplement que petit a égale plus ou moins 1. Par convention, un produit de 0 terme est égal à 1. Alors, démonstration. En résistance. Alors, on va commencer par un premier lemme. Soit petit a appartenant à grand N, a plus grand ou égal à 2, alors petit a est divisible par un nombre premier. Démonstration. On fait ça par récurrence. Sur petit a. Si petit a égale 2, ben c'est évident. Il est divisible par lui-même qui est un nombre premier. On suppose le résultat vrai pour tout nombre b strictement plus petit que a. Alors soit a est premier, et a est divisible par lui-même, soit petit a n'est pas premier, et on peut écrire petit a égale bc avec petit b strictement plus petit que petit a. Mais alors, par hypothèse de récurrence, petit b est divisible par un nombre premier qui divise petit a. Donc, retour à la démonstration du théorème. Alors, il en fait d'ailleurs supposer que petit a n'est pas égal à 0. Où là, je désigne par z étoile simplement z moins 0. Alors, d'après si valeur absolue de petit a égale 1, ben, le résultat est évident. Donc, on montre le résultat, on fait une récurrence. Sur la valeur absolue de petit a. Bon. Donc, on suppose le résultat vrai. Pour tout petit b appartenant à grand N, tel que b soit strictement plus petit que la valeur absolue de petit a. Alors si
Donc d'après le lemme, non. Voilà. D'après le lemme, valeur absolue de petit a est divisible par un nombre premier p. Soit valeur absolue de petit a égale pb, avec évidemment petit b strictement plus petit que valeur absolue de petit a. Alors, petit b peut s'écrire sous la forme P1 puissance alpha P1 pk puissance alpha k, avec toujours les mêmes hypothèses, qui sont là-haut, que k est positif P1 pk premier alpha alpha k est plus grand ou égal à 1, d'où valeur absolue de petit a est égale à P P1 puissance alpha 1 pk puissance alpha k, qui est de la forme produit de la forme P1 puissance alpha 1 PL puissance alpha L plus 1 pk puissance alpha k si P est l'un des est égal à PL, ou petit a, valeur absolue de petit a est égal à P1 puissance alpha 1 pk puissance alpha k si P n'appartient pas à l'ensemble P1 pk. Bon, puis une fois qu'on a écrit évidemment valeur absolue de petit a sous la forme en question, eh bien petit a est égal à plus ou moins, donc ceci achève la récurrence. Bon, on a donc valeur absolue de petit a est égal à P1 puissance alpha 1 pk puissance alpha k, et a petit a est égal à plus ou moins pk puissance alpha k. Donc ça termine la démonstration de l'existence. Maintenant, démonstration de l'unicité. Eh bien, on va démontrer que si P1 puissance alpha 1 pk puissance alpha est égal à Q1 puissance bêta 1 QL puissance bêta L, avec toujours les mêmes hypothèses, P1, pk, Q1, QL sont des nombres premiers, alpha 1, alpha k, bêta 1, bêta L sont plus grands ou égaux à 1, alors l'ensemble P1, pk est égal à l'ensemble Q1, QL, et à l'ordre près, on peut écrire que pour tout i, pi égale qi et alpha i égale bêta i. Donc on va faire ça par récurrence. Sur alpha 1 plus alpha k.
Alors si alpha 1 plus alpha 4 est égal à 0, on a k égale 0, d'où nécessairement un produit de nombres premiers ici, donc le produit est égal à 1, donc le produit ici est égal à 1, donc L forcément vaut 0. On suppose que c'est vrai si alpha 1 plus alpha k est égal à n-1 et que alpha 1 plus alpha k est égal à n plus grand ou égal à 1. Bon, alors on a au moins P1 qui existe ici. Alors, P1 divise P1 puissance alpha 1, P1 puissance alpha 4, qui est égal à Q1 puissance bêta 1, QL puissance bêta L. Donc, comme P1 est premier, il divise l'un des facteurs par exemple Q1. Et comme Q1 est premier, et que P1 est différent de 1, nécessairement, P1 égale Q1, et après simplification par P1, on a que P1 puissance alpha 1 moins 1, P2 puissance alpha 2 est égal à Q1 puissance alpha 1 moins 1, Q2 bêta 1 moins 1, Q2 puissance bêta 2, QL puissance bêta L, d'où eh bien, K égale L, par l'hypothèse de récurrence. Q égale L, PI égale QI à l'ordre près. Bêta 2 égale alpha 2, bêta L égale alpha L, bêta 1 moins 1 est égal à alpha 1 moins 1, soit bêta 1 égale alpha. Voilà, donc ça termine cette démonstration de l'unicité de la décomposition. En notation, soit petit a appartenant à Z, petit p un nombre premier, on note VP de A, ce qu'on appelle l'évaluation p-adique de petit a, la puissance de petit p qui intervient
dans la décomposition de petit a, en produit de nombre premier. Avec Vp de a est égal à 0 si P n'intervient pas. Alors petit a va s'écrire plus ou moins le produit pour P appartenant à l'ensemble P des nombres premiers de P puissance Vp de a. P, c'est l'ensemble des nombres premiers. Alors, évidemment, ici, il y a une infinité de termes, hein, mais dans un produit, on prend par convention que quand un terme du produit vaut 1, on n'en tient pas compte, même si on a une infinité. Hein, c'est la convention 1 puissance l'infini est égal à 1. De la même façon que dans une somme, on ne tient pas compte des zéros. Alors donc, du coup, il n'y a qu'un nombre fini de termes, évidemment différent de 1, et donc ce produit est en fait fini. Alors, on a évidemment le lemme suivant. Considérons A et B appartenant à Z. Alors, pour tout P appartenant à l'ensemble des nombres premiers, égal Vp de A plus Vp de B, bah oui, c'est évident, il suffit de faire le produit et d'utiliser le fait que la décomposition est unique. Alors on va en déduire la proposition suivante. Considérons A et B appartenant à Z. Alors, A divise B, ça équivaut à, pour tout P appartenant à P, à l'ensemble des nombres premiers, Vp de A. En effet, si B est égal à AC, la Vp de B est égal à Vp de A plus Vp de C, donc c'est inférieur, le Vp de B est plus grand que Vp de A. Inversement, si pour tout P appartenant à P, Vp de A est inférieur à Vp de B, ben on écrit la décomposition en nombre premier de petit b, hein, on met en facteur ce qui correspond à petit a, puis il reste un nombre petit c, et donc b sera égal à ac. On en déduit le théorème suivant, hein, considérons A et B appartenant à Z. Hein, alors, le PGCD de A et B est le produit pour P appartenant à P de P puissance démonstration, ben c'est évident, c'est lié simplement à ça résulte de la proposition précédente. On pourrait croire que c'est un bon moyen de calculer le PGCD, de deux nombres, on décompose A et B en nombre premier, puis on prend le produit pour P appartenant à P de P puissance mine de Vp de A et de Vp de B. En fait, c'est un très mauvais moyen. Pourquoi? Et bien parce que on sait qu'il existe une décomposition des nombres en facteur premier, sauf que, eh bien, dans la pratique, c'est très difficile de calculer une telle décomposition dès que les nombres sont trop grands. Donc, c'est d'ailleurs sur cette difficulté que sont axés un certain nombre de techniques d'algorithmes de cryptographie, en particulier l'algorithme RSA, bien connu, c'est celui qui est utilisé dans les cartes bancaires ou dans le HTTPS sur Internet, qui est lié au fait que si on prend un nombre très grand, mettons à 120 chiffres décimaux,
eh bien, on ne sait pas le décomposer en facteur premier dans un temps raisonnable. Alors que par contre, on a d'autres algorithmes de calcul du PGCD, comme l'algorithme d'Euclide, qui permettent de calculer facilement ce PGCD. On verra cet algorithme d'Euclide en exercice.